Je voudrais vous donner quelques mots sur la genèse, c'est-à-dire comment ça s'est fait. Donc au sein de l'atelier d'histoire, on avait tous plus ou moins compulsé les documents provenant des délibérations du conseil municipal. Et durant la période du XIXe siècle, et constaté qu'il y avait beaucoup de délibérations du conseil qui se rapportaient à la question des chemins vicinaux. Alors la création, la construction, le redressement, la construction des ponts, le financement, et tout ça a donné l'objet de très nombreuses délibérations. Donc toutes ces images, ces souvenirs se sont mêlés un petit peu dans ma tête et j'ai éprouvé le besoin de ne pas me limiter uniquement au chemin de Vesle, au chemin vicinaux, et de remonter un petit peu l'histoire, la création de ces routes, de ces voies de communication. Et finalement, on a appelé ça la causerie sur les voies de communication. Alors d'abord, ici, là, je présente un tableau qui représente, donc ça doit être un peintre hollandais, Landweg, c'est-à-dire belge. Oui, c'est belge. Bon, bah, les Flamands, il y en a en Belgique, il y en a en France. Et donc, un tableau qui date des années 1800, si je me souviens, 30 ou 60, quelque chose comme ça, qui représente donc un chemin avec de la végétation autour, une maison et puis une personne qui se déplace. Donc, a priori, il n'y a pas de fossé sur les bords de ce chemin. C'est donc quelque chose d'extrêmement sommaire qui sans doute a existé également à Vesle, en Berry, à peu près à la même époque. Voilà. Donc ici, j'ai pris un autre tableau. Il date de 1830. Il est au Musée national de la voiture à Compiègne, fait par un peintre français, Charles Delay. Oui, merci de me corriger. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une diligence qui arrive à un relais, sans doute une auberge à l'époque. Et là, on voit un plan un peu aussi, et on va regarder en détail ce qu'il y a dessus. Donc, vous avez la diligence, vous avez ici en haut des personnages, donc des voyageurs, et vous savez sans doute comment ça s'appelle, cette position là, sur une diligence. Eh bien, souvenez-vous de la chanson de Brel. Hein, mon grand-père sur l'impériale, il attendait la guerre, ma mère attendait mon père. Voilà. Et ça, c'est l'impérial. On a ici le cocher, un attelage de 4 chevaux. Et ici, on a une dame qui est sur un âne. Ça s'appelle un âne batté. D'un côté, dans cette panière, sont disposées des marchandises, sans doute, et la dame est assise de l'autre côté. Donc, cette image aussi me paraît importante parce qu'on verra que pendant longtemps, le transport des marchandises s'est fait soit à dos d'homme au départ, soit après à dos d'animaux et notamment à dos de cheval par l'intermédiaire d'un bât, qui est un dispositif en bois avec des couvertures dessous qui permet de charger des marchandises. Enfin ici, sur son cheval, le cavalier, pour moi c'est un postillon. Pourquoi? À cause de son habit, son chapeau, et puis aussi ses bottes qui sont importantes. Alors normalement, on va y venir tout à l'heure, je vais vous parler en long, en large du postillon. Normalement, le postillon était sur ce cheval de tête, le cheval de gauche. C'est un opéra comique qui a été diffusé récemment, monté à l'Opéra Comique de Paris à fin mars, début avril, qui s'appelle Le Postillon de Longjumeau. Alors, il est assez intéressant, ça a été un très très grand succès à l'époque, en 1830.
Toute l'Europe s'est entichée de cet opéra. Et même le grand Wagner, ne dédaignait pas chanter quelques airs de cet opéra. Et donc j'ai enregistré sur France Musique l'opéra, et voilà l'introduction. Ça vous donnera des explications sur... Afin de mieux comprendre le contexte de cet ouvrage, pensez peut-être qu'il voit le jour à l'époque de la naissance du chemin de fer. Et comme le genre de l'opéra comique aime célébrer les métiers, eh bien il salue ici le métier de postillon qui va bientôt disparaître. Le postillon, eh bien c'est un homme chargé de mener une voiture à cheval, un petit peu comme un cocher, mais alors que le cocher conduit l'attelage depuis la voiture assis sur un siège, le postillon, lui, monte à cheval. Il porte un beau costume, le même d'ailleurs, depuis l'Ancien Régime. Le postillon a fort belle tournure et le postillon n'existera donc bientôt plus après ce postillon de Longjumeau. Voilà donc pour l'introduction. Alors vous n'allez pas échapper à quelques airs de ce postillon et vous allez pouvoir suivre les paroles. Bon, on va arrêter là, je ne vais pas vous faire écouter tout l'opéra, mais il décrit assez bien la situation du postillon, qui était connu, qui était en général un jeune homme, plutôt un bel homme, bien habillé. Il pouvait être payé, il pouvait être fonctionnaire d'ailleurs, et j'ai la liste, il y a un bouquin là, qui a été fait par monsieur Ballereau, sur le relais de poste de Lequier. C'est un article extrêmement intéressant et bien documenté. J'ai le PDF, pour ceux que ça intéresse, je pourrais le renvoyer par Internet. Bon, le document, il n'existe pas, on ne peut pas le trouver dans le commerce. Donc revenons à l'historique un peu de nos routes. Les premiers sentiers qui ont été existent depuis la sédentarisation, c'est-à-dire au début du néolithique, qui commence à moins 12 000 ans. Et on pense que la première sédentarisation a été autour de moins 10 000 ans, où les hommes ont arrêté de chasser, de cueillir des fruits, de cueillir, et se sont installés et ont commencé à cultiver. L'apparition donc de l'agriculture a introduit des routines, c'est-à-dire que les gens se sont déplacés sur les chemins pour gagner soit ce qui était le village voisin ou ce qui était les champs qu'ils avaient. À cette époque, évidemment, le transport de marchandises se faisait à dos d'homme, voire avec des animaux, mais à cette époque, évidemment, on ne connaissait pas la roue, puisqu'elle a été inventée beaucoup plus tard, et il n'y avait pas de chariot. Donc le transport se faisait
à dos d'homme ou par des animaux bâtés. Voilà une des routes les plus importantes que l'on connaisse aujourd'hui, qui est en Amérique du Sud, qui est la route de l'Inca, dont il reste encore beaucoup de vestiges et qui fait 30 000 km. Alors, elle ne date pas du néolithique, même si sans doute elle a commencé au néolithique, elle date plutôt du Moyen-Âge, mais vu son état de conservation, elle est classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Alors, on va voir, l'atelier d'histoire a fait une exploration pour aller visiter évidemment ce passage. Donc voilà, on se trouve là en Bolivie. Vous voyez, vous avez le panneau, le chemin de l'Inca. Vous voyez, c'est une zone montagneuse, un chemin de pierre, donc destiné évidemment à des piétons et à des animaux. Ici, il y a des berrichons qui se baladent, l'atelier d'histoire qui se balade là-bas. Voilà. Alors certains peuvent s'y reconnaître, n'est-ce pas, monsieur l'Allemand? Oui, c'est moi qui ai fait la photo. Hein? C'est toi qui as fait la photo? Sûrement. Mais j'y suis pas dessus. Alors, les premiers véhicules, donc voilà pour les premiers sentiers, les premiers chemins, les premiers véhicules. Avant qu'on invente la route, il y a eu le travois. On va en voir une photo tout à l'heure. Il y a eu le traîneau. La roue a été inventée 4000 ans avant Jésus-Christ, ce qui a impliqué évidemment la construction de chemins carrossables et les véritables roues, notamment plus allégées avec des rayons, sont apparues 2000 ans avant JC. Alors un travois, c'est quoi? Ben voilà une photo de travois. Travois avec un cheval. Donc vous avez là 2 perches en bois et 2 traverses qu'on voit mal ici. Et dessus, on met le chargement. Il y a toujours des explorateurs aujourd'hui qui utilisent des travois. C'est-à-dire que vous pouvez le faire à dos d'homme. Vous trouvez sur Internet des vidéos YouTube qui vous montrent la construction des travois. Si vous voulez aller... donc on le porte ici, on le tire et malgré le frottement qu'occasionne le glissement de la perche sur le sol, apparemment c'est quand même assez efficace. Mais là, il n'y a pas de route. Alors on a vu après, quand la roue a été inventée, on mettait des roues au bout des perches et ça faisait déjà une petite charrette. Le traîneau, qui est le deuxième outil de transport, véhicule de transport qui a été inventé après le travois. Bien sûr, il ne peut fonctionner que sur pas que, mais surtout sur des surfaces glacées. Il fonctionne aussi dans certains cas, en descente, notamment dans les Vosges où on descend du bois avec un espèce de... ça s'appelle, je crois, une chloupe. Et voilà, ici, j'ai découvert ça. J'étais un peu surpris parce que dans mon esprit, le traîneau, c'était plutôt un traîneau tiré et tracté par des chiens qui transportaient des passagers et quelques bagages. Mais apparemment, ça a été véritablement un outil de transport également. Voilà, la roue. Alors ici, si je me souviens bien, ça en a tout l'aspect. C'est une roue en pierre, pleine. Donc je ne sais pas très bien ce qu'on pouvait en faire. Est-ce qu'on pouvait véritablement faire des chariots avec ça? Parce que quand on a inventé la roue, c'était peut-être pas uniquement, la première utilisation n'a peut-être pas été de faire des roues pour une charrette, mais ça peut être aussi la roue de moulin, enfin différentes utilisations. Une roue en bois maintenant, en bois plein. Alors, ce qui est à noter là-dessus, sur cette image, on voit qu'il y a 2 traverses. Bon, on sait tous que si on scie une rondelle dans un tronc d'arbre, au bout d'un certain temps, quand ça va sécher, ça va fendre. Donc, c'est
c'est consolidé, hein, c'est quand même pas cloué dessus, hein, on voit que c'est, comment ça s'appelle techniquement, je connais pas le terme de menuisier, hein, mortaisé, oui, oui. Et puis une chose qui est étonnante aussi, c'est le trou ici. Donc il ne s'agit pas d'un comment ça s'appelle, pour passer un essieu, un moyeu. Donc, alors qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? C'était pour un l'entraînement. essieu tournant ou quoi? C'était pour l'entraînement. Si tu fais un carré, tu entraînes la roue. Si tu fais un rond, il faut que tu fisques le rond pour pouvoir que la roue tourne. Donc il y avait un moteur, tu penses? Non, pas de moteur, mais là, Mais non, mais c'est tracté. La roue est à une charrette, elle est tractée par quelqu'un ou un animal. Oui, mais si tu mets un axe rond, tu es obligé de fixer ton axe rond sur la roue, entraîner la roue. Tandis que là, l'entraînement se fait automatiquement avec le carré. Ouais, je comprends pas très bien. Moi, ma brouette, quand je la pousse... Le moyeu ne tourne pas en fait. Le moyeu ne tourne pas. L'inverse, si ça se trouve, le moyeu était carré et le... Oui, mais voilà. ça paraît techniquement, Et là, c'était on n'avait pas inventé le roulement. Enfin bon, Ah non. toujours que ça pose des questions, mais voilà. Qu'est-ce qu'il dit notre menuisier là, hein? Qu'est-ce qu'il dit Jean-Claude? C'est un charron qu'il nous faudrait. Moyeu carré. Moyeu carré. Oui, c'est un moyeu carré. Bon. Alors, donc à partir du moment où on a commencé à avoir des véhicules et il a fallu avoir des routes, avec, enfin des chemins carrossables, on va dire, avant de parler de route, et réaliser des surfaces planes qui résistent au trafic. On trouve d'ailleurs ce qu'on pense être une des premières routes pavées en Grèce. En Crète, enfin c'est en Grèce, mais c'est en Crète, une route de 50 km, donc on a des restes, hein, puisqu'on est sur tous ces sites qui sont bien connus, Knossos et autres, et on a véritablement de magnifiques dalles. Donc vous voyez, 2000 ans, ça correspond à l'époque où la roue à rayon a été inventée. Bon, évidemment, d'autres routes ont existé, la route de l'encens, la route de la soie. On va regarder ça, mais là, je ne pense pas qu'il s'agissait de routes pavées, mais simplement des routes. Voilà la route de l'encens. Donc l'encens est produit dans cette zone-là, donc dans le sultanat d'Oman, à partir d'un arbuste qui s'appelle le boswellia, qui est un peu comme on récolterait du latex, et donc cet encens est ensuite consommé, déifié, enfin tout ce que l'on veut. Alors ce qui me surprend, c'est que je connaissais la route de l'encens, hein, qui venait jusqu'à dans ce coin-là, du côté d'Antioche, et qui sans doute venait par la mer Méditerranée vers l'Europe. Mais la route de l'encens, vous voyez, allait également vers la Chine, passait par Delhi, et non, elle s'arrête à Delhi. C'est bizarre, il me semblait qu'elle allait jusqu'à la Chine. Maintenant, je confonds avec la route de la soie. Mais vous voyez, c'était déjà des routes qui étaient énormes. Je ne me souviens plus combien ça faisait, mais je dirais de l'ordre de 8000 km à peu près. Voilà la route de la soie. Donc la route de la soie, là, qui elle part vraiment de Chine. Elle a eu différents parcours. Arrive ici et ensuite continue via la Méditerranée, mais aussi à utiliser les voies maritimes. Mais ça doit être beaucoup plus tard, parce que là, il fallait utiliser le canal de Suez pour déboucher vers l'Europe, encore qu'à l'époque, peut-être qu'on transportait la soie différemment. Bon, on entend parler de plus en plus de la nouvelle route de la soie, ça c'est autre chose, c'est une route, je dirais, plutôt commerciale, voire politique, développée par la Chine pour faire du commerce avec l'Europe.
Donc voilà la route de Crète. Hein, vous voyez que c'est magnifique, hein, c'est encore pavé. Alors il y a normalement, je ne les vois pas ici, mais dans les descriptions que j'ai pu lire, il y a des écoulements d'eau sur le bord. Donc est-ce que c'est ça? Ça me paraît réduit, mais effectivement sur toute route devrait y avoir de chaque côté des fossés pour faire que l'eau n'y séjourne pas. Enfin, la Crète, c'est quand même une zone montagneuse et un climat pas tellement pluvieux. Donc voilà, avait été construite une route entre Knossos et Gortyn. Là, avec un logiciel de randonnée, je me suis amusé à faire cette route pour, disons, pour randonneurs. Vous voyez, il y a 40 km. Et le logiciel accepte tout à fait ce tracé en prenant automatiquement les petits chemins. Les voies romaines, parce que c'est certainement ce qui est le plus proche de nous, donc quelques petits rappels, et là j'ai une historienne qui pourra me corriger si je dis des contre-vérités. Donc l'Empire romain a duré 5 siècles, hein, un peu avant le début de notre ère, jusque dans les années 500. La conquête de la Gaule s'est faite entre 58 et 51 avant Jésus-Christ. On connaît tous, on a entendu parler de Jules César. Parfois, on a pu lire des extraits de la conquête des Gaules par Jules César. Et c'est intéressant de regarder ça. On a sur Internet beaucoup d'éléments et on voit bien, il y a eu cette année, la conquête des Gaules a été une conquête rapide et on explique ça par le fait que le réseau de routes qui existait au temps de la Gaule était déjà un réseau assez évolué, ce qui a permis justement aux Romains de rentrer et de conquérir facilement la Gaule. Il y a un cas particulier, l'Aquitaine était restée un petit peu en dehors de la conquête romaine, et un des généraux de Crassus, un des généraux de César, qui est parti, je crois me souvenir qu'il est parti de la Loire, et descendu de l'Anjou d'ailleurs, et descendu directement dans les Pyrénées. Et pour moi qui suis souvent dans les Pyrénées, il y a toute une histoire là où il y a eu pas mal de batailles, et la conquête de l'Aquitaine s'est faite rapidement, justement en raison de ces routes qui descendaient vers les Pyrénées. Les Romains vont donc construire un réseau routier relié à Rome, parce que c'est ça qui est important. On va le voir dans le cas de l'Empire. Ces routes n'étaient pas des routes pour les villageois, les paysans qui habitaient là. C'était des routes qui allaient permettre aux armées romaines de circuler, et aussi aux messagers de circuler, parce qu'il fallait envoyer des ordres dans l'Empire et puis avoir des renseignements. Hein. Il y avait une petite animation là. Il s'agit de la Légion Augusta, qui est la principale légion qui a permis à César de conquérir la Gaule. Alors voilà. Alors une légion, parce que là aussi arrivent des questions par rapport aux routes toujours. Il faut voir qu'est-ce que c'est une légion. Une légion, vous voyez ici, vous avez le détail d'une légion. Il y a la première cohorte ici où il y a les soldats d'élite, et une cohorte est commandée par un ou plusieurs centurions. Hein, les autres, ce sont des légionnaires. Il y a des légionnaires, il y a des esclaves, et tout ça se déplace. Et ça se déplace, il faut quand même des routes assez larges et en bon état pour pouvoir se déplacer. Je viens rapidement un petit peu aux effectifs de la Légion. Donc, vous voyez, il y a environ 5000 légionnaires, 60 centurions, hein, qui sont donc
les commandants de chacune de ces légions, les calonnes. Alors là, quand je suis tombé sur ce terme, je me suis bien demandé ce que c'était. Alors, est-ce que, Françoise, tu connais les calonnes? Non. Eh bien, ce sont les esclaves. Ce sont les esclaves parce que on dit chaque centurion, on voit bien que ce n'est pas le cas, mais normalement, chaque légionnaire avait son esclave. C'est ce que j'ai lu. Et que faisait l'esclave? Il était d'abord le servant du légionnaire, mais il transportait également un outil qui est le valium. Le valum, pas le valium, le valum. Et le valum, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était un jeune tronc d'arbre qui avait été aiguisé, sur lequel il restait quelques bouts de branches qui avaient été coupés, et le calonne transportait ça derrière le légionnaire toute la journée, parce que qu'est-ce qui se passait? Quand la légion s'arrêtait le soir, elle faisait un camp. Donc il fallait creuser pour se protéger, et on venait planter ces rambardes tout autour. Donc vous voyez ce que représente une légion, donc environ 6000 hommes, des animaux autour de 1600 et des chariots. Donc, bon, voilà un peu, je ne vais pas insister davantage, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, mais au moins rien que cette indication nous permet de comprendre qu'il fallait des routes, que ce n'était plus des sentiers. Il fallait transporter des charrettes en tout temps, il ne fallait pas que ça s'embourbe. Et donc, on arrive à la route, à la voie romaine. Voilà le principe de base de la voie romaine. Donc, on fait dans le sol, on fait comment ça s'appelle? Excavation. Une excavation, oui. Et on vient déposer différentes couches. Donc, le 1, ce sont des cailloux tassés, après des amas de cailloux, des moellons agrégés avec du ciment romain. Donc c'est ça. Le ciment romain, c'était à base de sable, mais à base de chaux. Vous savez que la chaux, en faisant chauffer du calcaire, on obtient de la chaux, mais ça ne fait pas un mortier qui est très costaud. Et les Romains ont développé, le ciment romain est bien connu, parce qu'ils utilisaient en Italie, donc à Rome, ils rajoutaient des cendres volcaniques de la pouzzolane qui renforçaient cet état. Et ici, comme on n'avait pas de pouzzolane, on mettait de l'argile, où on va trouver à peu près les mêmes constituants à base d'aluminium et de silicium. Et ensuite, alors, le pavage, là, qui sont des blocs taillés, incurvés de cette manière, de manière que l'eau séjourne pas au milieu et tombe sur le bord. Alors, on ne voit pas sur ce plan les fossés, mais normalement, sur une voie romaine, il y avait des fossés également de chaque côté pour évacuer l'eau. Alors, les voies romaines, voilà ce qu'on trouve, les grandes voies romaines. Vous voyez, Argenton-Magus, on se trouve ici. On descend vite fait vers les Pyrénées, ça descend tout seul. Et je pense que la conquête de l'Aquitaine, si je me souviens bien, a dû se faire par cette route. On va voir un autre plan qui concerne plus, donc on est à Lyon. Je vois pas là-dessus Bourges. Ça manque à Varicom, là. Non, mais on va le voir sur ce plan-là. Vous voyez, là, les termes sont en français, donc voilà. Donc nous, on se trouve où? On se trouve ici. Ça, c'est large, je suppose. Donc on se trouve ici, sans doute. Donc la route Argenton-Bourges. Donc voilà le réseau de voies romaines, enfin, grosso modo. Et je me suis amusé, là toujours à partir d'un logiciel de randonneur, à retrouver le parcours de la voie romaine dans notre région. Donc ici, on est à Saint-Marcel. Vous voyez, la Bigaillonne qui est ici, il passe d'ailleurs par la Bigaillonne. Mais là, comme je n'ai pas trouvé de chemin pour s'adapter, j'ai fait une... Et voilà, donc nous on doit être
vos ailes est ici. Hein. Et puis, alors là, il y a un passage un peu délicat. On passe derrière Arton au niveau de la Tremblay. Et il n'y a pas de chemin qui puisse correspondre à la voie romaine. Et l'explication, c'est qu'il y a pas mal d'étangs ici. Et sans doute, la voie romaine passait dans les étangs. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les voies romaines étaient en surélévation du sol, notamment quand on passait dans des zones humides ou des zones marécageuses, et on laissait, il y avait des ponceaux pour laisser passer l'eau, et plus tard, au Moyen-Âge, on a bouché ces ponceaux et on a constitué des retenues d'eau, donc des étangs. Donc voilà, on est dans Vesle et dans une zone, on connaît tous. Et je voudrais signaler, pour ceux que ça intéresse, un excellent bouquin qui est sorti récemment, qui est Guide des voies romaines par Gérard Coulon. Sans doute certains d'entre vous l'avez lu. Bon, il y a de belles photos, il a fait de la reconnaissance aérienne, donc c'est intéressant. Mais avant ça, il y a eu aussi Voilà ici, par exemple, les voies romaines par l'Enseigne. C'est en 1874. Et ce monsieur l'Enseigne, c'est un agent voyer. Et il a travaillé sur Vesle, c'est-à-dire nombre des voies communales et vicinales de Vesle ont été dressées par l'agent voyer l'Enseigne, qui était sous contrôle du préfet. En 1922, Chénon, qui est un historien, je ne connais pas, mais qui est reconnu comme étant un historien du Berry, a également travaillé à partir des documents de l'Enseigne sur les voies romaines. Donc vous voyez, Coulon n'a pas été le premier, il y a déjà... Mais bon, son bouquin est quand même bien parce qu'il y a des belles photos, c'est bien expliqué. Alors, il y a les routes, et puis il nous faut des poteaux indicateurs. Bon, un poteau indicateur tel qu'on le connaît est quand même récent. Il y avait ce qu'on appelait les bornes, ce qui existe toujours. Donc les premières bornes sur les voies romaines sont des bornes dites milliaires parce qu'elles se trouvent tous les 1000 pas. Mais en fait, apparemment, c'est pas 1000 pas parce que ça ferait des pas de 1,48 m. Donc c'est pas 1000 pas, on suppose que le pas c'est 70 cm, donc c'est tous les 2000 pas. Mais en fait, le terme borne milliaire est d'ailleurs resté plus tard, et vous verrez tout à l'heure des bornes royales qui s'appellent également des bornes milliaires. Pour indication, la lieue romaine faisait 2,2 km, la lieue gauloise 2 km. Apparemment, les Romains en Gaule ont quand même beaucoup utilisé la lieue gauloise. Donc voilà ce qui reste, il y en a très peu, hein, des bornes romaines. Elles étaient habituellement, que j'ai lu en tous les cas, assez hautes, puis on le voit quand même là-dessus. C'était pour permettre à un cavalier, donc qui était sur son cheval, de ne pas avoir à descendre pour voir ce qu'il y avait écrit dessus et que ce soit à peu près à hauteur, d'autant que les chevaux de l'époque, on parlera des chevaux tout à l'heure, mais ce n'étaient pas les chevaux de trait, les percherons, les énormes chevaux qu'on a eus plus tard, que l'on a développés pour les besoins de l'agriculture, les besoins de la guerre, etc. Donc voilà pour ce qui est des bornes. J'en profite aussi pour parler des bornes royales. Donc c'est sous Louis XV, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, que les bornes apparaissent. Ce sont des bornes, je ne sais pas si c'est vraiment standard, mais on dit qu'elles faisaient 1,30 m, enfin celles que l'on connaît sont de cet ordre-là, et elles mesurent la distance en milliers de toises depuis le parvis de Notre-Dame à Paris. Donc quelques photos de ces fameuses bornes. Alors ici vous avez la fleur de lys, donc 22 000,
Et alors, la particularité d'ici, c'est qu'au moment de la Révolution, la fleur de lys a disparu. Elle était enlevée. Cette borne, elle se trouve, je ne me souviens plus où, mais on explique ici, vous voyez, c'est la borne 31. Le chiffre indique en multiple de 1000 toises la distance par rapport au parvis de Notre-Dame. Chaque borne a un nanana. Cette borne indique une distance de 60 km, donc 31 000 toises. On est donc à 60 km de Paris. Voilà donc pour les bornes. Ah, maintenant, encore un petit retour, les routes au Moyen-Âge. Parce qu'on a parlé finalement, du point de vue historique, on a parlé des routes romaines, hein, un énorme réseau de routes bien entretenu qui servait aux Romains à Rome à gérer l'Empire. Et au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe? L'Empire romain, sous les coups de pouvoir des barbares, disparaît dans les années 500. Et l'entretien de ces routes disparaît, à tel point qu'une partie des routes ont été démontées par les habitants des régions qui utilisaient les pavés des routes pour faire autre chose, des constructions notamment. Et donc la France, enfin la France, je pense que c'est l'Europe en général, s'est refermée et je dirais on pense que de 500 à l'an 1000 en Europe, ça a été une période de régression et que les grandes routes qui reliaient les villes principales ont disparu. À noter, mais enfin c'est plus un clin d'œil qu'une généralité, mais j'ai trouvé également qu'au 8e siècle apparaît dans la région de Bagdad les premières routes goudronnées. Bon, c'est pas étonnant, il y a beaucoup de pétrole là-bas et sans doute à l'époque il y avait du pétrole en surface, il suffisait de le récupérer, de le mélanger à des gravats pour en faire un bitume en fait. Donc au Moyen-Âge, la conclusion c'est qu'au Moyen-Âge, la France ne dispose plus d'un réseau routier digne de ce nom et en bon état. Donc il faut attendre beaucoup plus tard l'arrivée de la royauté qui veut qui veut réunir les différentes régions de France. Et là, on commence à s'organiser sérieusement. Et le service des ponts et chaussées, vous voyez, date de 1716. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une administration quand même qui s'occupait des ponts et chaussées. Mais là, on a véritablement un service qui comprend des administrateurs, des gestionnaires, et puis des techniciens, des ingénieurs. Et là, on va faire un progrès important. 1716, donc c'est après Louis XIV, avant Louis XV, sous la régence de Philippe d'Orléans. Pour moi, ça veut dire aussi quelque chose. On voit que durant une régence, malgré tout, il se passe des choses importantes. Peut-être tout le monde ne s'en souvient pas de ces choses-là, mais mettre en place un service des ponts et chaussées pendant la période de la régence qui, du point de vue de l'histoire, me semblait être un moment un peu vide, en fait, c'est quand même extrêmement important parce que ça participe par la suite au développement des voies de communication. Et jusqu'à la Révolution, donc 1789, donc vous voyez, on est en 1716, 1789, il n'y a quand même pas énormément de temps, il y a 30 000 km de voies qui ont été créées. Bon, j'imagine qu'elles n'ont pas été créées à partir de rien, qu'on a utilisé des voies existantes, mais malgré tout, elles ont été mises en état, gérées et entretenues. On est toujours là sur des grandes routes, pas des routes qui permettaient de communiquer de Vesle à Arthon, mais des routes qui permettaient de communiquer de ville à ville. En 1720, on a un arrêté qui fixe la largeur des routes.
la voie centrale étant empierrée. Donc voilà par exemple une route qui fait 27 mètres. On retrouve un peu les principes de la voie romaine, hein, avec des fossés de part et d'autre. Une chaussée empierrée qui fait 6 mètres 50 et deux chaussées en terre sur laquelle visiblement, enfin certainement, se déplaçaient les piétons. Hein, c'est-à-dire que les charrettes roulaient sur le haut du pavé. Hein, être sur le haut du pavé, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire on était là et les piétons, les bouseux, ils étaient sur les bords. Le Premier Empire. Alors, c'est intéressant aussi, le Premier Empire, parce que Napoléon Bonaparte, il est un peu comme, enfin, il n'est même pas qu'un peu, comme les Romains, il est en train de construire un empire, et pour construire un empire, il lui faut des voies de communication qui permettent à ses troupes de circuler très bien, à ses messagers pour donner des ordres, enfin, je me redis, mais voilà, donc sous l'Empire, on a privilégié la continuité des voies royales, mais on est même allé au-delà, parce qu'il s'agit de faciliter l'accès vers l'Italie. 14 routes de première classe ont été alors déterminées, et vous allez voir, parce qu'avant il n'y avait pas de frein, il fallait s'arrêter et de mettre la cale sous la roue de la batteuse, si je peux dire. Et là, il y a eu, on va le voir tout à l'heure, un décret qui est paru avec une vis sans fin. Je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais c'était un sabot qui venait se plaquer sur la roue pour freiner. Et à partir de ces progrès-là, le postillon a disparu. Il était plus utile qu'il soit sur son cheval de gauche à l'avant pour conduire la diligence. Le cocher, à ce moment-là, a repris les rênes de la diligence. Avant, le cocher, il ne servait pas à grand-chose, sauf à baratiner les dames, quoi. C'était son boulot principal. Il y avait du bruit, quoi. Alors, la vitesse, oui. 80. Et le collier, quand est-ce qu'il est apparu? On va y venir. Vous voyez, avant le 19e siècle, vous voyez les vitesses, là, bon, vous pouvez lire, hein, je ne fais pas. Donc, en fait, le cheval au galop, c'est la malle-poste à partir de 1848. Vous voyez, c'est quand même assez tard, c'est pas loin. On atteint des vitesses de 16 à 18 km. Avant, on était à 10-11 km en 1830. Hein, vous voyez, ces deux étapes de révolution. Et avant, c'était la vitesse de la diligence. Bon, ceci dit, c'est pour tout le monde, ça. Comment? Si tu prends un percheron qui vient par l'école, il va plus vite que toi. Mais En attends, marchant. faut voir l'attelage, faut voir le poids de Non, la mais tu vas charrette. tenir un cheval comme ça, tu ne suis pas. Attends, je te parle d'un cheval attelé. Parle bien, des malle-postes, etc. Ce sont donc des diligences qui s'adressent au grand public, quand même un petit peu aisé. Hein. Ça ne devait pas être tous les habitants de Vesles qui prenaient la diligence à cette époque. Alors, l'histoire des routes impériales, voilà, j'ai mal positionné ma diapo, là, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, donc 14 routes. Mais les grandes routes, c'est Paris-Mayence, Hambourg, Amsterdam. Vous voyez, on voit que ce n'était pas dans les priorités de Napoléon Ier que de faire des routes intérieures françaises. Bien sûr, ça traversait la France. Et ça m'a surpris. Je ne connaissais pas ça. C'est des routes qui vont vers les Arsenaux aussi. Eh ben, il y en a pas là-bas, là. Franchement, On doit pas avoir cher. là-bas. C'est des routes stratégiques. Les arsenaux, les ports. Stratégiques. Oui, stratégique, voilà. Ensuite, restauration, monarchie de Juillet.
Donc voilà l'état des... Donc, après 1830, on a 14 000 km de route royale. Bon, on l'a plus ou moins vu. Alors, un événement extrêmement important, c'est 1823. C'est la première ligne de chemin de fer, qui est une ligne très limitée, elle fait 18 km, entre Saint-Étienne et Andrézieux, pour le transport de la houille. Bon, le train existait déjà auparavant en Angleterre, hein, donc nous on était un petit peu en retard avec nos diligences. Puis, un des grandes premières lignes, je ne sais pas si c'est la première, Paris-Orléans en 43, Châteauroux 47, etc. Puis là, ça s'est développé véritablement sous le Deuxième Empire d'une manière rapide. Donc, le chemin de fer met fin aux diligences, donc théoriquement, il ne devrait plus y avoir de diligences à partir de 1860, mais on verra que ce n'est pas vrai. Il n'y a plus de diligences sur les grandes directions, mais sur les transversales, il n'y a pas de train et il existe encore des diligences. Vous allez voir tout à l'heure une... Alors, l'attelage. Alors, je reviens un petit peu en arrière, encore une fois. L'attelage antique était basé sur un principe de traction sur la gorge. On va voir le détail tout à l'heure. L'invention du collier permet de transporter, de tirer des charges plus lourdes. D'ailleurs, on apprend qu'Henri IV était utilisait un carrosse dit primitif, alors qu'à la même époque existait déjà des carrosses, des calèches avec train avant tournant. Vous voyez, c'est donc ce charron hongrois de la ville de Kocs, qui donne le nom à Koch, qui a inventé au XVe siècle le train avant tournant, la tourelle d'Antoine. Voilà pour le détail. On voit bien ici le collier de gorge qui s'appuie sur la trachée artère et qui littéralement étouffe le cheval. Et on dit que sur des reproductions romaines, on voit les chevaux, c'est vrai, je me souviens d'avoir vu ça, j'en ai pas trouvé, les chevaux, la tête en l'air, comme ça, avancer, la tête en l'air. Et la raison serait qu'en levant la tête, ils tirent sur les muscles ici, et le collier ne leur écrase pas la trachée artère. Donc, voilà ce qu'on appelle le collier d'épaule, qui s'appuie véritablement près de l'omoplate et qui n'a plus l'inconvénient du collier de gorge. Mais ça a pris des siècles avant qu'on comprenne ça. Alors ici, c'est une photo toute récente, là, lors d'un voyage récent sur le delta. Et j'ai trouvé très amusant cet attelage où on a un cheval avec un collier et puis un cheval à la bricole. Hein, puisque, voilà donc une diligence. Là, vous avez, vous voyez un peu tout. Hein, vous avez le train avant tournant, hein, puisque c'est le train qui est placé à la bricole. Il est à pied à la bricole. Ah ben, je n'avais pas vu. Oui, on voit. Et notre fameux postillon, là, qui postillonne pas, mais qui fait agir son fouet. Alors, quelquefois, c'est aussi une autre histoire. Il y avait un logo pour les postillons qui est un corps. Hein, j'ai vu ça notamment, ça reste beaucoup en Allemagne. Les relais de poste en Allemagne sont signalés par des corps, puis il y a des hôtels. Je me souviens d'aller dans un hôtel à Hambourg où il y avait, c'était ça. Mais en fait, on dit que finalement, le corps servait tellement peu, parce que la diligence faisait tellement de boucons, et le postillon avec son fouet qui claquait, on entendait bien sûr la diligence arriver sans qu'il y ait un coup de corps. Donc voilà
Voilà, donc bah, ça c'est une diligence dans un musée, bon, c'est à peu près la même chose, on voit le détail sous un autre angle. Vous avez là, les spécialistes des attelages, vous avez des commentaires là, à faire là-dessus? Non? Non, c'est... Voilà la diligence, alors ça pourrait être la Wells Fargo, là, la diligence des États-Unis, mais en l'occurrence, ce qui est écrit dessus, c'est US Mail. Ah, Ouais, bah, c'est la poste. Oui. Les voies sont plus petites que les voies. Et puis il y a déjà les amortisseurs. Hein. oui, 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 bien sûr. Ah oui. Attendez, ça date de 1850, hein, ça, c'est pas... Mais il y a une chose qui me surprend. Bon, d'abord, que les roues avant soient plus petites que les roues arrière, ça paraît normal compte tenu du train avant. Donc, hein. Mais quand même, elles sont assez grandes, hein, les roues avant. Oui, mais la poste, il n'y avait pas des candidats. Il n'y avait pas des... Beaucoup de personnes. Mais si, bien sûr, parce que justement, enfin, bon, je ne veux pas revenir trop au départ, mais au départ, il y avait la poste, d'abord, qui était portée simplement par un cavalier à cheval, et puis après, il y a eu la poste avec les diligences, mais qui a accepté des voyageurs. Alors, ici, donc les chevaux. Donc voilà ce qu'on considère, mais on ne sait pas si c'est vrai, parmi les premiers chevaux, les chevaux mongols de Przewalski. Donc c'est le nom d'un militaire russe qui, étant en Mongolie, a vu des chevaux et ils ont été, qu'il a fait capturer, élevés, et puis finalement ça s'est très mal passé. Parce que ça a été énormément à la mode, on est allé capturer ces chevaux, puis aujourd'hui il n'en existe plus. Sauf des chevaux, quelques chevaux qui étaient domestiqués, qui étaient en élevage, et on essaie de reconstituer la race. Il y a d'ailleurs un troupeau de chevaux, je crois que c'est en Lozère, pas loin d'ici. Voilà ici par exemple des chevaux mongols, vous voyez, ils sont attelés avec leur selle. Et les cavaliers sont dans la yourte en train de boire de la vodka. Voilà un cavalier mongol qui fait tout à fait cow-boy, je le voyais débouler de loin et donc, il montait ce cheval-là et il emmenait les autres chevaux. Voilà un cavalier mongol que l'on a vu en exercice, qui était, il ne donnait pas grande mine. Je peux vous dire que ce cheval... Et on a monté ces chevaux, ils ne sont pas très hauts. Hein, ils sont pas très hauts. Alors voilà notre postillon, un autre tableau. Alors le postillon avait deux rôles. Hein, conduire l'attelage en montant sur le cheval de gauche, mais il avait le rôle de ramener les chevaux au relais précédent. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Il ramène ses chevaux au relais précédent après les avoir dételés de la diligence. Voilà l'habit du postillon. Voilà le postillon galant. Hein. C'était la fameuse réputation du postillon, hein, qui nous est bien révélée, expliquée dans l'opéra Le postillon du jumeau. Voilà les bottes du postillon. Alors, ce sont des bottes, on dit qu'elles faisaient 4 kg, et on les appelle des bottes de 7 lieues. On connaît les bottes de 7 lieues d'après le cours de Perrault et Barbe Bleue, ou je ne sais plus quel truc. Et par contre, 7 lieues, c'était la distance qu'il y avait en moyenne entre deux relais de poste. Ces bottes étaient très résistantes, ça protégeait les jambes des postillons. Et on en trouve, si vous voulez en acheter, on peut en trouver sur eBay et autres. Mais quand même, vu le poids, je ne pense pas que... Alors, voilà ici, ça c'est une carte postale qui date de 1904. Et vous voyez, c'est Orsène, l'arrivée de la diligence à Orsène. Donc, ce document nous prouve que la diligence n'avait pas disparu. Et vraisemblablement, ça veut dire que, effectivement, pour les voies transversales ou en biais,
en diagonale, on utilisait toujours la diligence et je crois qu'il n'y en a pas qu'une seule, là on en voit plusieurs. Celle de droite est très haute, là. Oui. C'est un omnibus. Bah, ça m'étonne, c'est un 2 étages. Ouais. Alors, le réseau de diligence est cartographié et ça s'appelle l'indicateur fidèle. Donc, on voit pas grand-chose, là, mais voilà, on se retrouve là dans la zone Vierzon, Châteauroux, on voit Loquier qui est ici, mais j'en ai une autre. Alors, voilà, celle-ci qui a, bon, on y voit la Bouzanne, là on est donc tendu, Loquier, puis Châteauroux, puis après c'est Vatan. Donc tout ça c'est très bien documenté. Et je vous parlais tout à l'heure de cet ouvrage d'André Ballereau sur le relais de poste de Loquier. Et encore une fois, si vous souhaitez en avoir une copie PDF, me fera un plaisir de vous la passer. Voilà donc la situation des voies nationales en 1824, confirmée en 1846. Bon, on ne va pas y regarder. Enfin, on peut faire un grossissement, mais... Voilà. Donc, faut regarder vraiment de près. Nous, on doit être par Châteauroux et Barre, je crois. Voilà. Donc voilà le réseau routier au milieu du 19e siècle. Alors, revenons à nos chemins vicinaux. On ne les a pas encore tellement abordés, il faut bien le dire, hein, puisqu'on était surtout les grandes voies de circulation. Et c'est quand même très tardivement, dans les années 1800, qu'à partir des années 1820, on s'intéresse aux voies vicinales. Donc il y a eu une première loi après la Révolution, mais c'est surtout la loi de 1824 qui établit les chemins avec arrêté du préfet, délibération du conseil municipal. On va en avoir des exemples. Cette loi fixait les dépenses à faire et les ressources et 2 journées de prestations pour tout citoyen homme de la commune. Alors, 2 journées de prestations, mais ça pouvait être aussi une journée de charrette avec un cheval ou 2 veaux, pour ceux qui en avaient. Mais cette loi, je comprends qu'elle est détournée. C'est-à-dire que les maires, les conseils municipaux profitaient de cette loi pour faire autre chose avec l'argent qu'ils pouvaient récolter. Donc une autre loi arrive en 1836, du 21 mai 1836, dite Thiers-Montalivet, qui crée la voirie municipale avec 2 catégories. La voirie communale non classée, dont les frais d'entretien sont à la charge des communes, et les chemins vicinaux de grande communication ou les chemins vicinaux d'intérêt commun et les chemins vicinaux ordinaires gérés grâce plus particulièrement par le préfet et par des subventions provenant du Conseil général. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, 1820, 1830 ? D'abord, il faut, avant de penser au chemin, il faut déterminer le contour de la commune. Et là, on a trouvé des documents aux archives départementales où les frontières de Vesle sont déterminées avec les communes voisines. Et ça se fait, c'est le maire, à l'époque c'était M. Journeau, en compagnie du géomètre en chef, et le maire de la commune concernée, qui faisait donc un rapport co-signé
Alors, on peut regarder. Bon, c'est pas facile à regarder comme ça, parce qu'en plus, on a quand même un problème, c'est que on ne reconnaît plus, hein, on reconnaît plus les chemins. Vous voyez, on est là, la route d'Argenton à Châteauroux qui est ici. Là, le chemin de la Manderolles, allant de Velle à la Vienne, bon, ça pourrait être le Maisonneuve, sans doute. La petite Vienne, alors, en plus, c'est pas... Bon, on a l'auberge. Enfin, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver, mais il y a, je les ai mises quand même pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous voyez, tous ces rapports ont été co-signés par les différents maires. Et donc ces documents existent, bien conservés aux archives départementales. Alors, maintenant, si on peut considérer cette loi de 1836, on a un premier document dans les délibérations du conseil municipal qui est relatif, ce document, au pont de Blaizet pour une somme de 2200 francs, mais c'est en 1830. Il n'est pas en relation avec, évidemment, la loi de 1836. Alors, cette délibération dit la commune n'a pas de fonds conformément à la loi de 1818, donc ça c'est une loi qui instaure un mode de financement. Donc à l'époque, le financement des communes, le budget des communes était financé essentiellement par des impôts locaux et par des impôts fonciers. Hein, donc c'était les principaux propriétaires qui payaient les impôts et c'était tout. Il y avait la patente, mais la patente, il n'y avait pas d'industrie ou d'activité artisanale digne de ce nom. Et donc quand il fallait financer quelque chose, la loi de 1818, donc après Napoléon, avait prévu les assemblées, les conseils d'adjonction. Un conseil d'adjonction, c'est on invite outre le conseil municipal les plus imposés à assister pour prendre la décision d'un financement exceptionnel. Et donc ce sont ces plus imposés qui vont voir leur imposition normale augmenter de centimes additionnels, pouvant aller de 5 centimes à 15 centimes. Alors, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que ces 5 centimes, c'est 5% de l'impôt qui payait, ou 15 centimes, c'est 15% de l'impôt en supplément. On en verra un exemple tout à l'heure. Donc, voilà la délibération sur le pont de Blaizet, donc retranscrite. Donc, vous voyez que le préfet, faut que le préfet donne son autorisation. Et considérant que le Dupont est indispensable pour passer en tout temps, pour cause que cette rivière bien grande par la moindre pluie, ce qui empêche de passer à pied et à cheval, ce qui arrive fort souvent, et qui fait un grand tort pour aller aux foires voisines. Considérant que la commune n'a aucun moyen, aucun fonds, donc demande une imposition exceptionnelle sur 3 ans, et donc on doit avoir l'accord du gouvernement, si je ne me trompe pas. Ça ne se traite même pas au niveau du préfet. Le préfet est chargé de transmettre cette demande. Donc on est en 1830, c'est un des premiers documents importants qui concerne le pont de Blaizet. Mais vous allez voir, tout paraît clair là, mais c'est pas si clair que ça. Alors, je trouve un document de l'architecte départemental daté de 1826 qui fait l'évaluation de la dépense, donc 2266 francs. Donc 1826, vous voyez que c'était quand même 4 ans avant cette réunion de conseil municipal. Là, il s'agit du devis estimatif, donc ça c'est le devis de l'architecte, enfin de l'architecte ou du géomètre. Voilà, alors oui, non, je l'ai mis parce que ce qui me paraît intéressant, le pont susdit sera reconstruit
sur son emplacement actuel, sa longueur sera de 30 mètres et sa largeur avec les garde-fous de 2 mètres. Sur 2 mètres, bon, là, je n'ai pas trop bien compris. Et là, on trouve 1,80 m, 10 cm du fond du lit de la rivière. Alors, André, le pont tel qu'il est aujourd'hui, il est bien 4 mètres au-dessus de la base du pont. Enfin, sans doute. Hein. Donc, on voit que le pont, là, était quand même très bas. Vraisemblablement, il y avait un gué à l'époque. Hein. Alors, n'oublions pas que qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une passerelle pour laisser passer les gens, les voyageurs, et les bêtes de charge, les bêtes de somme, hein, qui étaient chargées, comme on l'a vu tout à l'heure, et non pas les charrettes. Et c'est là où on voit que le conseil... Alors ça, c'est le devis. Alors c'est Baptiste Truchot qui a fait qui a eu le marché. Baptiste Truchot était d'Arton. J'ai trouvé ça dans un autre document, je ne l'ai pas ici. Donc, voilà le plan. C'est magnifique, on trouve encore un plan de 1831, du 16 avril 1831, aux archives départementales. On voit qu'il y a 2 piliers. Je ne me souviens plus combien, ça s'appelle pas des piliers, combien il y en a aujourd'hui? Il y en a 2 ou il y en a 3? On a des photos, il faut alléger. Et puis, donc là, le bord du pont qui est évidemment, enfin, qui est métallique, puisqu'on voit des emplacements de têtes d'écrou. Et voilà, une nouvelle délibération du conseil municipal qui dit, ben voilà, ce devis estimatif qui a été adjugé au sieur Truchard, conviendrait de construire le pont pour le passage des voitures, suivant plan et pour 3160 francs. Donc là, quelques mois après, le conseil municipal dit c'est peut-être une bêtise de faire un pont pour faire passer les bêtes de somme et les voyageurs. Il faudrait quand même penser à faire un pont pour faire passer des charrettes. Et je trouve ça extrêmement important parce que ça nous situe la situation de l'époque, de la circulation des biens, des gens, des marchandises. Les charrettes ne circulaient pas sur les routes. Si ce n'est, à mon avis, quand même en été, puisqu'on voit dans la propriété de Borgard, les fermes de la propriété de Borgard, disposaient de parcelles dans la prairie de Païva et la prairie de la... Donc ce foin, il fallait bien le ramener à la ferme, au Petit Boisé et ailleurs. Et donc là, bah, évidemment, je pense que les charrettes passaient par les gués. Mais là, on commence à penser à autre chose. Et il y a un argument, je ne sais pas si vous l'avez lu tout à l'heure, dans l'argument qui est donné au préfet, on dit pour aller aux foires voisines. Moi, à mon avis, c'est un peu du pipeau. C'est que, non, il y a une raison à cela. C'est que on voulait faciliter le gouvernement et donc les préfets qui transmettaient les désirs et les ordres du gouvernement, faciliter les échanges de commune à commune. Et comme il y avait beaucoup de foires, il y avait des foires un peu partout, donc c'était un argument politique qu'il fallait mettre dans un arrêté municipal. Je ne pense pas que les foires de Luant, à l'époque, intéressaient particulièrement les gens de Vesles, plus que les foires d'Ardentes, d'Arton, enfin, du sud du département. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Toujours est-il que c'est intéressant de trouver dans la délibération cet argument. Là, on voit une lettre, c'est un courrier du maire de Vesles, il a changé, c'est Jablin, en 1832, qui écrit au préfet pour lui dire qu'il serait peut-être temps d'envoyer un petit mandat aux sœurs Truchard, parce que les travaux ont bien avancé et il faut qu'il achète de la fonte. Alors, je ne sais pas si vous parvenez à lire là-dedans,
Mais il faut qu'il achète de la... Bon, alors cette pièce est aussi intéressante, c'est-à-dire qu'elle nous montre l'avancée des travaux. Donc, vous voyez, 30, 31, 32, ça va quand même assez vite, une fois que la décision a été prise. Le premier devis, je rappelle, était en 1826. Donc c'est un pont métallique qui a été fait par un artenet. Oui. Ce qu'il y a de bizarre. Écoute, ce sont les... t'es marrant, toi. Regarde... C'est pas Eiffel, hein, le Ganarton, c'est un Mais attends, c'est de l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que la note existe pas de 1831. Tu sais, c'était du préfabriqué, il ne faisait pas de la Il faut soudure. chauffer les rivets, quoi. Donc, alors, on suit un petit peu l'histoire, les pages des délibérations du conseil municipal. On retrouve en 1837 une question qui est soulevée, une demande qui est faite au conseil municipal pour une route du Blanc à Linières qui traverse Borgard et qui passe par la ligne de Mortaigne. Je ne sais pas si vous voyez le lieu, mais il n'y a jamais eu véritablement de liaison et je ne l'ai pas retrouvé par la suite. Ça a été juste une question qui est apparue lors d'une délibération du Conseil, mais il n'y a pas eu de suite de données. Le 10 mai 1840, là, pour la première fois, on trouve une référence à la loi de 1836, et sur ce document, pas facile à lire, bon, je me suis fait une petite note, on parle de l'imposition extraordinaire votée par le conseil municipal pour les dépenses des chemins vicinaux, et on fait explicitement référence à la loi du 21 mai 1836, le produit du rôle des prestations en nature liquidées en argent. Alors, ça veut dire que les citoyens, comme on l'a dit tout à l'heure, doivent des prestations de jours de travail, mais il y avait également la possibilité d'acheter ces prestations qui étaient valorisées. Et tous les ans, on va trouver dans les délibérations du conseil municipal que la brouette de gravier, ceci, casser une brouette de pierre, c'est tant. Et donc, les gens qui ne voulaient pas faire la prestation physiquement pouvaient payer et l'acheter. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre 1840 pour que cette fameuse loi rentre en fait en application. Voilà, là, je ne sais pas quelle heure il est. Pierre, tu regardais ta montre. Il est 4 ans passé, 4 ans 5. Bon, je vais arrêter là. Ouais. Mais je vais arrêter, simplement terminer sur cette présentation. C'est le 10 février 1841, on soulève la question de la route de Vesles à Loquier. Et donc le maire Journeau, c'est bizarre parce qu'il y avait Javelin tout à l'heure, j'ai pas compris. Bon, enfin bref, on voit les noms des... Et vous voyez, Loquier, ça a été écrit comme ça. Oui, il y a beaucoup d'organisations différentes. Et la position du Conseil est de dire, le Conseil considérant ensuite que le chemin vicinal de Vesles à Loquier est d'une utilité indispensable pour les habitants de la commune et ceux des communes environnantes, accepte le plan tel qu'il est tracé par l'inspecteur voyer en chef. Il est d'avis à l'unanimité de faire l'acquisition des terrains pour le susdit chemin, à l'exception de la partie appartenant à M. Muret de Bord, qui a été abandonnée gratuitement à la commune. Alors, Muret de Bord, c'était un personnage qui était le propriétaire de la manufacture royale, qui est venue après la manufacture paysan, et qui était propriétaire des fermes Madrol, de la Madrol. Mais on verra par la suite, je vais m'en arrêter là, mais on verra par la suite que c'était pas si simple que ça, parce qu'après il demande au conseil que cette route qui est directe, vous voyez bien, la route qui est directe là, qui va à Loquier, lui il voulait que ça passe par la Madrol, parce que ça l'arrangeait, et donc il avait appâté son monde en faisant don, je veux dire, des terres. Mais après, bon, alors là, c'est assez intéressant de voir dans ces délibérations comment
tout ce petit monde, tout ce monde réagit et finalement prend quand même à chaque fois, je crois, les bonnes décisions en face de questions. Eh bien écoutez, voilà, je vous propose d'en arrêter là pour le moment. Si c'est toujours intéressant, je préparerai une suite, j'ai quelques éléments pour aller plus loin, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. On y passait dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en croupe avec lui. Oh, qu'il était beau le postillon de logiment. Oh, qu'il était beau, qu'il était beau. Le postillon de logiment, le postillon de logiment. Postillon, 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 le postillon, le postillon, 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 le postillon.